Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une histoire qui soulève encore de nombreuses questions. Sans plus de mots, passons directement au sujet. Lorsque l'on mène une double vie, on peut devenir une cible facile pour les criminels. Un meurtrier peut se cacher même derrière l'apparence la plus douce et innocente d'une personne. En 1994, dans la minuscule ville de North Pole, État d'Alaska, États-Unis, est née Miranda Dean. Sa mère s'appelait Elizabeth. Le nom du père n'est pas connu avec certitude. Dès le début, l'homme ne s'intéressait pas au sort de l'enfant. La fille avait également une sœur aînée nommée Ashley. Les deux filles ont été élevées par une mère célibataire. Dès le début, leurs vies n'ont pas été faciles. À l'âge de 2 ans, on a diagnostiqué chez Miranda une dysplasie congénitale de la hanche. À cause de cela, dès son plus jeune âge, elle a commencé à porter un correcteur spécial pour pouvoir être mobile. Naturellement, c'était difficile pour elle. La fille était souvent perçue comme une paria. Pour sa mère Elizabeth, tout allait mal. Il y avait des problèmes avec le travail. Elle ne pouvait pas gérer ses filles. Sa sœur, dont le mari s'appelait Richard, est devenu son soutien pendant cette période. Il était militaire et semblait être un homme respectable. Ensemble, ils venaient souvent chez elle et gardaient parfois les enfants. L'homme proposait volontiers son aide, même en l'absence de son épouse. Comme il s'est avéré, son initiative avait un caractère beaucoup plus sombre. Quand Miranda et Ashley ont eu respectivement 5 et 6 ans, Richard a violé les filles. L'homme a convaincu les enfants de ne parler à personne de ce qui s'était passé. Ce n'est qu'après plusieurs années que la fille aînée a pu trouver en elle la force de surmonter sa peur et de parler de ses tourments. Ainsi, Elizabeth a appris que pendant des années, un proche avait violé ses enfants. Lorsqu'elle a signalé cela à la police et que les forces de l'ordre sont venues dans la maison de Richard pour des perquisitions, ils ont trouvé chez lui un journal dans lequel étaient décrites en détail toutes les violences sexuelles qu'il avait fait subir aux filles. Il a été condamné à 10 ans de privation de liberté. Mais il a été libéré après 6 ans en raison de sa bonne conduite. De plus, pour Richard, c'était le premier épisode criminel de sa vie, ce qui a contribué à sa libération conditionnelle. Le violeur d'enfants a été libéré quand Miranda et Ashley avaient respectivement 9 et 10 ans. À ce moment-là, elle vivait et luttait encore différemment contre les conséquences des traumatismes psychologiques infligés par l'homme. Quand la mère et les enfants ont appris que le criminel allait être libéré, ce fut un grand choc. Elizabeth a décidé de déménager avec ses enfants dans une autre ville. Durant cette période, les choses allaient très mal pour elle. Il y avait des difficultés financières. La famille avait effectivement subi des violences de la part d'un proche. Tout cela est devenu un grand problème. Dans leur ville natale, presque rien ne les retenait. Vivre près de la menace était impossible. L'héroïne de l'histoire d'aujourd'hui luttait activement contre les conséquences des traumatismes psychologiques. On peut aider ces personnes si l'on découvre leurs problèmes à temps et que l'on commence à y travailler. Peut-être que si l'héroïne de l'histoire d'aujourd'hui avait consulté un spécialiste à temps, les conséquences graves auraient pu être évitées. Vous avez probablement déjà compris que nous parlons des psychologues. Ces professionnels qui aident non seulement à faire face au stress et à l'anxiété, mais trouvent aussi le chemin vers la connaissance de soi et la confiance en soi. Il est agréable de voir l'intérêt croissant pour la santé mentale. En Russie, des centres de santé mentale sont prévus, qui s'occuperont de résoudre diverses questions psychologiques. Cela sera utile non seulement pour ceux qui ont besoin d'aide, mais ouvrira également de nouvelles opportunités d'emploi pour les psychologues. L'Institut international et accrédité de psychologie SMART vous aidera à obtenir une éducation de qualité. L'Institut soutient ses étudiants en offrant des bourses allant jusqu'à 60 000 roubles, ce qui réduit considérablement les coûts de formation. Cette approche facilite le début de votre parcours vers une nouvelle profession. À SMART, la formation se déroule en petits groupes où sont étudiés des cas réels et se déroulent des séances avec de vrais clients. Le format des cours est en ligne. En même temps, la qualité de l'éducation n'est en rien inférieure au programme en présentiel. La flexibilité du processus d'apprentissage permet aux étudiants de gérer leur temps commodément. Le soutien des tuteurs est disponible 24 heures sur 24. Vos devoirs seront vérifiés, vous recevrez des retours et des réponses à toutes vos questions. Il est important de noter que SMART garantit la fourniture des premiers clients, et vous commencerez à gagner de l'argent déjà 6 mois après le début des études. Ces engagements sont fixés dans le contrat. Après avoir terminé le programme, les diplômés reçoivent non seulement un diplôme russe de reconversion professionnelle, mais aussi un diplôme international MBA de République tchèque, permettant de travailler à l'étranger. L'Institut décerne également un doctorat en psychologie, qui donne le droit de mener des activités scientifiques.
Smart est un représentant de la Ligue professionnelle psychothérapeutique pan-russe et un partenaire de l'Association des psychologues et psychothérapeutes professionnels. Ce n'est pas seulement une confirmation du haut niveau d'enseignement, mais aussi un soutien supplémentaire à travers le mentorat de professionnels expérimentés. Si vous voulez obtenir une profession demandée, étudier auprès des meilleurs dans leur domaine, et bien sûr, réussir à obtenir une bourse allant jusqu'à 60 000 roubles, alors suivez le lien dans la description ou scannez le QR code que vous voyez à l'écran. Les spécialistes de la commission d'admission vous contacteront et vous aideront à choisir le cours approprié. La mère célibataire espérait tout recommencer à zéro, mais le déménagement n'a pas aidé à faire face aux conséquences des traumatismes psychologiques infligés. À partir de 12 ans, Miranda a commencé à manifester un comportement rebelle. Elle a commencé à passer du temps avec un groupe d'adolescents plus âgés qui se sont avérés être défavorisés, consommaient des substances interdites, buvaient constamment. Il s'agissait d'adolescents de 15-16 ans, parmi lesquels se trouvait une fille de 12 ans. Pour se mêler à ce groupe particulier, elle a également commencé à faire tout cela. Durant cette période, elle a rencontré Forrest. À ce moment-là, il avait 24 ans et le garçon avait mauvaise réputation. Malheureusement, Miranda attirait ce genre de racailles depuis son plus jeune âge. L'héroïne de l'histoire est devenue membre d'un groupe d'adolescents aux intérêts non traditionnels, grâce à cette connaissance. Ils se faisaient appeler un groupe satanique. La plupart les considéraient comme sombres et dangereux. L'écolière ne parlait pas du fait qu'elle était devenue membre d'un tel groupe, mais elle y est clairement entrée grâce à Forrest. Le garçon l'a incité à participer à un certain rituel, après lequel son âme lui appartenait. Quand Miranda a finalement raconté à sa mère ce qui s'était passé, Elizabeth a essayé de rompre tous les contacts de sa fille avec cette compagnie malsaine. Malheureusement, cela n'a pas aidé. Le comportement de l'adolescente n'a fait qu'empirer. Elle a commencé à fuguer fréquemment, est devenue dépendante de substances dures. Ses résultats scolaires se sont considérablement détériorés, ainsi que ses relations avec ses camarades de classe. Elle est devenue très agressive et provoquait souvent des bagarres. La situation continuait de se détériorer. Elizabeth souffrait elle-même de dépendances similaires et en récoltait maintenant les fruits. De manière inattendue, durant cette période, le père biologique est intervenu dans la vie de l'enfant. Autant qu'on le sache, ce fut la seule influence sérieuse qu'il a eue sur la vie de l'adolescente. Sur son insistance, Miranda a été placée dans une clinique psychiatrique où on l'aidait à lutter contre les conséquences des traumatismes subis, on lui a prescrit des médicaments et on lui a diagnostiqué un trouble mental. Malheureusement, cela n'a pas beaucoup aidé, selon les dires des personnes qui connaissaient bien cette famille dysfonctionnelle. À 16 ans, Miranda a décidé d'abandonner l'école, n'a donc pas obtenu d'éducation, mais s'est totalement plongée dans des fêtes tumultueuses avec sa compagnie désagréable. Elle a commencé une série de relations avec des garçons beaucoup plus âgés. Elle est tombée enceinte de l'un d'entre eux. Bien que la jeune fille ait décidé de garder l'enfant, elle ne savait même pas qui était le père biologique. Parallèlement, les relations avec sa famille se sont détériorées au point critique. Ashley ne pouvait pas observer comment sa mère et sa sœur se transformaient en marginales. Elle a été forcée de quitter la maison, donc le seul soutien de la rebelle a disparu. Elizabeth à ce moment-là commençait aussi à perdre pied, devenant dépendante de substances interdites lourdes. La situation semblait très mauvaise. Après la première overdose, les services sociaux ont décidé de prendre la fille cadette Miranda. Ainsi, l'adolescente à problème s'est retrouvée dans une nouvelle famille, dans la petite ville de Dan, État de Caroline du Nord. Et c'est ici qu'elle a fait la connaissance d'un garçon de 20 ans nommé Elite Barbare. Miranda avait 17 ans à ce moment-là. Le jeune homme était fiancé à une fille qui attendait un enfant de lui. Elle s'appelait Amy. Elle était aussi une écolière de 17 ans. Finalement, un triangle amoureux particulier s'est formé autour du garçon de 20 ans, qui avait simultanément 2 filles mineures enceintes. Les enfants sont nés avec un intervalle d'environ 1 mois et demi. Maintenant, le groupe se retrouvait avec 2 nouveau-nés dont il fallait s'occuper. Cependant, aucun d'entre eux n'était vraiment assez mature pour devenir parents. Cela a failli se terminer tragiquement. Quelques mois après la naissance des enfants, la fille biologique d'Élite s'est retrouvée à l'hôpital pour une overdose de sédatifs. Le comportement du père biologique de l'enfant avait toujours été problématique. À partir de ce moment, tout est devenu de pire en pire. Les relations avec sa fiancée ont commencé à se détériorer. Elle a décidé de se séparer du garçon inadéquat, a rompu les fiançailles et est partie avec l'enfant dans une autre ville. Ainsi, Élite et Miranda se sont retrouvés tous les deux. Ils sont devenus un véritable couple, ont commencé à élever ensemble la petite Aria. Durant cette période, l'héroïne de l'histoire racontait volontiers son passé difficile. Ainsi,
Elite a appris l'existence du culte satanique et a été très intriguée par cette question. Le couple a commencé à communiquer régulièrement sur ce sujet. Environ 1 an de relation est passé. Ils ont décidé de quitter la Caroline du Nord. Les familles des jeunes gens n'approuvaient pas leur mode de vie. Cette fuite était nécessaire pour accroître la distance entre eux et éviter les conflits constants, ainsi qu'échapper à la surveillance de la génération plus âgée. Ainsi a commencé une série de déménagements avec la petite Aria. Ils ne pouvaient s'installer nulle part durablement. Il y avait des difficultés avec l'emploi. Le point final fut une banlieue en Pennsylvanie. Une petite communauté appelée Port Trevorton, où à ce moment-là vivaient seulement environ 400 personnes. Les jeunes parents n'avaient ni argent ni travail pour s'installer. D'ailleurs, comme avant. Mais ici, Elite avait un ami, et ils sont allés chez lui. Le garçon avait à peu près le même âge. Il a fourni à la famille une chambre pour vivre ensemble pendant la période où les barbares ne seraient pas sur pied. Cependant, il s'agissait de jeunes marginaux. Par conséquent, trouver un travail normal s'est avéré difficile. En réalité, ils étaient tellement asociaux qu'ils ne parvenaient même pas à entamer un dialogue avec un inconnu. Cela compliquait aussi considérablement la situation. Le couple s'est marié le 22 octobre 2013. Essayant de trouver une source de revenus, Miranda a décidé de se proposer comme escorte. Cependant, elle a souligné sur le site Craigslist qu'elle n'avait pas l'intention de fournir des services intimes, mais était plutôt prête à discuter et accompagner des hommes lors de divers événements. Son apparence semblait assez mignonne, et cela séduisait. La jeune fille rencontrait différents hommes et avait avec eux des conversations agréables pour $80 sans contacts intimes. Il est difficile de dire avec certitude si elle respectait vraiment les limites indiquées. Quoi qu'il en soit, elle a fait la connaissance d'un homme nommé Troy LaFerrara, qui s'est avéré être un homme marié de 42 ans. Ces dernières décennies, il était marié, était un bon père de famille, membre de l'Église, mais menait parallèlement une deuxième vie. D'un côté, il était un membre respectable de la société, et de l'autre, un client régulier des filles d'escorte. En voyant l'annonce d'une nouvelle fille, il s'est immédiatement intéressé à cette proposition. Dès que Troy a appelé Miranda, il a immédiatement proposé un autre type de service. Non pas l'accompagnement aux soirées mentionnées, mais des relations intimes. La jeune fille était en colère, a refusé et a indiqué à l'homme ce qui était écrit dans son profil. Une fois calmée, des pensées inquiétantes sont apparues. Miranda et Elite ont compris qu'il s'agissait d'un homme assez aisé, car il avait fait une offre financière très généreuse. En discutant, les jeunes gens ont réalisé qu'ils pouvaient gagner de l'argent grâce à un crime. Ils avaient déjà eu auparavant des fantasmes morbides sur le meurtre. Maintenant, ils ont commencé à le percevoir non seulement comme des désirs secrets, mais aussi comme un moyen de résoudre leurs difficultés financières. En général, ce sujet attirait Elite et Miranda depuis le début de leur relation. Ils avaient immédiatement développé un intérêt commun pour la direction satanique. Et les sacrifices et les actes rituels les intéressaient particulièrement. Ils utilisaient même ce thème dans leurs jeux de rôle pendant l'intimité, fantasmant sur les meurtres. Ils se couvrirent de liquide imitant le sang. Ils ne planifièrent pas le meurtre d'une personne spécifique. Cependant, ils terminaient souvent ces dialogues par des pensées qu'ils trouveraient tôt ou tard leur victime et sauraient ce que c'est que de prendre la vie d'une personne. Quand Troy a fait son offre généreuse, les jeunes gens se sont immédiatement activés. Des fantasmes sexuels malsains leur venaient à l'esprit. Miranda s'est calmée après la proposition désagréable et a commencé à discuter de la situation avec Elite. Troy vivait dans une autre ville. De plus, les conversations se faisaient par Internet et pouvaient être facilement supprimées avec la suppression du profil. Il n'était en aucune façon lié dans la vie réelle, ce qui faisait de l'homme une victime idéale pour un meurtre rituel. Les meurtriers ont réalisé qu'ils pouvaient bien gagner de l'argent et réaliser leurs vieux rêves. Après quelques heures, Miranda a accepté la proposition de Troy et a écrit à la victime qui ne se doutait de rien. Ils ont convenu de se rencontrer sur le parking d'un supermarché à la périphérie de la ville. La jeune fille serait dans sa voiture. Miranda a proposé de se rendre dans la banlieue voisine. Ici, selon la tentatrice, se trouvait sa maison d'été qu'elle utilisait pour le travail. Naturellement, la jeune fille n'avait pas pris l'initiative sans raison. Son petit ami devait se trouver sur la banquette arrière de la voiture et l'aider à concrétiser ses sombres fantasmes. Il était censé être camouflé par des affaires et des couvertures. Les meurtriers débutants ont établi un plan selon lequel l'héroïne de l'histoire devrait prononcer une phrase code, après laquelle Elite attaquerait la victime. La rencontre a été fixée au 11 novembre 2013. Cette date n'a pas été choisie par hasard, car c'était l'anniversaire du garçon. À l'heure dite, une Honda CR-V attendait l'homme sur le parking du centre commercial. Il est monté dedans,
a immédiatement payé à la jeune fille la somme convenue. Ils sont partis dans la ville voisine, tout aussi petite et perdue. Miranda n'est pas allée dans la maison dont ils avaient parlé, mais s'est rendue dans un endroit isolé. Une ruelle calme et déserte dans une bande forestière. Ici, elle s'est arrêtée et a prononcé la phrase code, après laquelle un fil s'est retrouvé sur la gorge de Troy LaFerrara. Elite l'étranglait de toutes ses forces, mais les adolescents n'avaient pas calculé leurs forces. La victime choisie s'est avérée être un homme assez robuste et fort. Il a eu assez de force pour ouvrir la porte et même sortir une jambe dans la rue. Elite s'affaiblissait rapidement. Miranda a commencé à s'inquiéter car tout cela aurait dû être terminé depuis longtemps, mais tout ne se passait pas comme prévu. Les meurtriers ne s'attendaient pas à une telle résistance puissante. Mais le pire était que la criminelle a vu dans le rétroviseur les feux des voitures au loin. Elle a compris qu'ils pouvaient être attrapés et a sorti les couteaux qui avaient été préparés à l'avance pour le massacre sanglant. Miranda a commencé à porter des coups à la victime, environ 20, à la poitrine, au cou, au visage, au ventre. Quand Troy a cessé de lutter et de montrer des signes de vie, Elite est sortie de la voiture, a rentré sa jambe à l'intérieur et a fermé la porte de l'extérieur. Le garçon est remonté sur la banquette arrière, la voiture a démarré en trombe. Les jeunes gens ont atteint une autre zone isolée de la banlieue. Ici, ils ont pris le portefeuille avec l'argent, une montre chère, des bijoux et tout ce qu'ils ont pu trouver dans les poches, à l'exception du téléphone portable. Elite a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas le prendre avec eux, car il pourrait être tracé par la géolocalisation. Le couple a jeté le corps de leur victime sur le bas-côté et est parti, pensant avoir commis le crime parfait. Ensuite, Miranda et Elite se sont rendus au Walmart le plus proche, où ils ont acheté des produits de nettoyage pour remettre en état l'habitacle de la voiture. C'étaient des produits spéciaux pour les sièges, les tapis, ainsi qu'un set de gants avec lesquels ils prévoyaient de travailler. L'habitacle de la voiture à l'avant était couvert de sang. Il leur a vraiment fallu plus d'1 heure pour tout nettoyer soigneusement. Pour cela, ils sont allés dans un autre endroit isolé, où ils ont activement nettoyé le sang à deux. Après cela, il a été décidé de fêter l'anniversaire d'Elite. Ils sont allés au restaurant, puis dans un club de striptease. Bien sûr, pour cela, ils ont utilisé l'argent volé à leurs victimes. Les jeunes gens ont simplement continué à vivre leur vie normale, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, 2 témoins occasionnels ont trouvé le corps de Troy. Il n'était même pas recouvert de branches ou de terre. L'homme avait simplement été jeté comme un déchet inutile avec 20 blessures par arme blanche et des traces d'étranglement au cou. Naturellement, les témoins ont immédiatement appelé la police. Quand les forces de l'ordre sont arrivées sur place, elles ont découvert non seulement le corps, mais aussi le cordon d'un appareil électrique qui avait servi à l'étrangler. Le corps a pu être identifié très rapidement, car le téléphone portable était resté dans la poche, permettant d'identifier le propriétaire. Les policiers ont immédiatement examiné l'historique des appels téléphoniques. Il s'est avéré que le 11 novembre, il n'avait contacté que 2 personnes en une journée. Le premier numéro était celui de son épouse, et le second était un numéro non enregistré. En le vérifiant, les policiers sont remontés jusqu'à Miranda. De plus, toutes ces données ont été obtenues, y compris son lieu de résidence. Et la jeune fille a immédiatement intéressé les enquêteurs. Quelques minutes plus tard, les policiers se dirigeaient déjà vers sa maison. Ici, la jeune fille a été arrêtée et emmenée au poste pour interrogatoire. Dès le début, l'héroïne de l'histoire niait toute implication dans le crime et même toute connaissance de Troy. Néanmoins, il était évident qu'elle était nerveuse et se comportait de manière suspecte. Il a suffi de demander le téléphone portable de la jeune fille pour que les témoignages commencent à changer. Au début, elle refusait catégoriquement de fournir son téléphone portable à la police, mais elle n'avait pas le choix. Pendant que les détectives examinaient le contenu, les messages et les contacts, Miranda devenait de plus en plus nerveuse. Malgré cela, il n'a pas été possible de trouver immédiatement les informations nécessaires. Il n'y avait rien à reprocher à la jeune fille, et elle a simplement été relâchée. Quand Miranda est rentrée chez elle, quelque chose a changé en elle. Elle a commencé à se confier à la première personne qu'elle a rencontrée, à savoir l'ami qui avait hébergé le couple avec l'enfant. Elle a avoué d'emblée le meurtre, mais elle l'a fait de manière si brusque que cela semblait être une mauvaise blague. Dès le début, le jeune homme essayait de convaincre la criminelle qu'elle devrait retourner à la police et tout avouer. Son mari Elite s'est joint à la conversation. Dès le début, il se comportait comme s'il était choqué par cette histoire. Miranda ressentait clairement du remords. Elle a avoué à son ami qu'elle avait poignardé la victime, mais n'a pas dit un mot sur Elite. Le mari, pendant toute la conversation, n'a jamais avoué qu'il était même présent dans la voiture. Même l'ami a eu l'impression qu'il manipulait Miranda, essayant de lui imposer un sentiment de culpabilité encore plus grand, ce qui semblait étrange. Par des questions suggestives,
il a mis la jeune fille dans un état d'anxiété encore plus sérieux. Au lieu de prendre ne serait-ce qu'une partie de la culpabilité, Elite simulait le choc et a même commencé à pleurer. Son ami ne soupçonnait pas qu'Elite puisse être impliquée dans le crime. Au contraire, il pensait qu'il n'était pas impliqué. La jeune fille a lutté contre la tension émotionnelle presque toute la nuit. Finalement, vers 4 heures du matin, elle a rassemblé ses forces, est retournée au poste de police et a parlé du meurtre. Mais elle insistait sur le fait que tout cela était de la légitime défense. Maintenant, la jeune fille a avoué qu'elle avait effectivement convenu d'un rendez-vous avec l'homme, mais pas pour fournir des services intimes, mais pour l'accompagnement en soirée. Troy a changé ses plans et a commencé à insister qu'il était prêt à payer pour du sexe. Quand Miranda lui a dit qu'elle n'avait que 16 ans, il était très mécontent. Elle insistait sur le fait que l'homme risquait des poursuites pénales si elle portait plainte à la police. Évidemment, c'était un mensonge, car à ce moment-là, elle avait 19 ans. La jeune fille essayait clairement de rejeter une partie de la faute sur la victime pour justifier son méfait par ses avances. Selon elle, au lieu de la laisser tranquille, Troy a commencé à la forcer à l'intimité par la force. Elle a dû se défendre. Il est devenu agressif dès qu'il a compris qu'elle n'avait pas l'intention d'avoir des relations sexuelles avec lui pour de l'argent. La jeune fille a senti une menace pour sa vie, comprenait clairement que tout cela pouvait se terminer tragiquement, se référant à son oncle Richard, qui l'avait abusé dès l'âge préscolaire. Bien sûr, les paroles de Miranda sonnaient un peu crédibles, car 20 blessures par arme blanche dans différentes parties du corps, qui ne ressemblaient pas à des blessures défensives, ne rappellent guère une tentative de se défendre. De plus, le cordon avec lequel l'homme avait été étranglé a été découvert. Le cordon est resté sur son cou, la gorge n'était pas écrasée. Dans les paroles de Miranda, le fil n'était pas mentionné. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas, et il semblait qu'une tierce personne était impliquée. Pour vérifier les paroles de la jeune fille, les policiers ont commencé à suivre ses déplacements avant la rencontre avec Troy. Ils ont assez facilement trouvé une vidéo qui avait été filmée sur le parking seulement 5 minutes avant le rendez-vous fixé. Sur l'enregistrement, on voit clairement un jeune homme inconnu se cacher dans la voiture sur la banquette arrière. Il a également été rapidement identifié, comprenant qu'il s'agissait d'Elite, 22 ans. Il a été décidé de parler avec ce jeune homme, le nouveau mari de Miranda. Les criminels n'avaient manifestement pas réfléchi au plan, car à ce moment-là, ils n'avaient même pas une version commune. Finalement, Elite a commencé à raconter une version complètement différente des paroles de Miranda. Les détectives ont immédiatement remarqué que la jeune fille était très émotionnelle. Tandis que le petit ami ne montrait aucun sentiment, il était froid. Mais de façon surprenante, il s'est facilement confié, comme s'il voulait depuis longtemps parler du méfait commis. En racontant le crime, le garçon a rapidement décrit l'attaque elle-même, mais a passé beaucoup plus de temps sur la liste des achats effectués avec l'argent volé. Il décrivait notamment avec force détail les plats qu'ils avaient mangés pour son anniversaire. Il semblait que le meurtre d'une personne ne le dérangeait absolument pas dans ce contexte. Il décrivait le goût de la viande qu'il mangeait après le massacre d'une manière qui laissait penser qu'il tuait quotidiennement. Après cela, les deux ont été arrêtés et laissés derrière les barreaux jusqu'au début des audiences. Cependant, ce jour-là, les deux sont revenus sur leur déclaration et affirmaient maintenant qu'ils étaient innocents. C'était en contradiction sérieuse avec la déclaration que la criminelle avait faite dans une émission de télévision la veille du début des audiences. Plusieurs journalistes se sont entretenus avec elle. Ainsi, la jolie jeune fille est devenue participante d'une interview qui s'est avérée vraiment virale. Selon l'héroïne de l'histoire, ce n'était pas la première fois qu'elle se débarrassait d'une personne. Elle aurait arrêté de compter les victimes après avoir atteint le 22e meurtre entre 2008 et 2013. Mais tout cela semblait absurde. La famille a pris la défense de la jeune fille. Tous ceux qui la connaissaient bien insistaient sur le fait qu'elle avait menti toute sa vie. Les raisons de tels actes étaient toujours les mêmes. Miranda voulait simplement attirer l'attention sur sa personne et en jouissait. Malgré cela, la criminelle insistait sur le fait que tous les meurtres avaient commencé quand, à l'adolescence, elle était devenue membre d'un groupe satanique dans lequel l'avait attiré un garçon nommé Forrest. Miranda évitait les détails, ne connaissait même pas les noms des victimes, mais se qualifiait avec insistance de tueuse en série. Elle affirmait que leur groupe ne tuait que ceux qui commettaient de mauvaises actions, ce qui lui a valu le surnom de Dexter. Les détectives ont été forcés de vérifier cette information. Lors des conversations avec la jeune fille, elle n'a pas pu se souvenir de quoi que ce soit sur ces épisodes, qui selon ses aveux étaient beaucoup plus nombreux. Là où elle vivait à cette période en Alaska, il n'y avait même pas autant de disparitions. Il semblait que tout cela était un mensonge évident. De plus, son comportement ne correspondait manifestement pas à celui d'une criminelle expérimentée.
Elle a même décidé de laisser le téléphone portable de la victime directement dans sa poche, n'a pas essayé de le cacher ou de le détruire. Bien qu'il soit évident que le moyen de communication permettrait de remonter jusqu'au criminel. La seule raison pour laquelle elle pouvait ne pas connaître de telles choses, que les criminels expérimentés connaissent parfaitement, était que Miranda mentait. Troy LaFerrara était en réalité devenu la première victime. Durant l'enquête, il s'est avéré que 2 autres hommes avaient répondu à l'annonce de Miranda, mais ils ne sont pas venus et ont ainsi sauvé leur vie. Cependant, il y avait aussi des opinions opposées. Des psychologues ont beaucoup travaillé avec la jeune fille. Certains d'entre eux étaient convaincus qu'elle avait déjà tué des gens auparavant. Même Elite parlait beaucoup à son épouse, notamment de tous ces meurtres rituels. Écouter ces histoires était l'une de ses occupations préférées pendant leur relation. Le garçon est resté convaincu que Miranda avait tué d'autres personnes. Elle racontait beaucoup et avec éloquence ces épisodes, bien qu'elle ait refusé de les répéter aux journalistes, soi-disant pour ne pas nuire aux autres participants au meurtre. Elite croyait qu'en ces périodes, un démon possédait son amie. Il la considérait comme possédée. Le parquet était convaincu que de cette manière, les criminels essayaient d'éviter la peine de mort pour cause d'aliénation mentale. Tout cela compliquait et rallongeait beaucoup les procès. Il fallait prouver ou réfuter ne serait-ce qu'une des nombreuses affirmations des détenus avant de commencer l'audience. En 2016, tout était encore indéterminé, mais d'autres bouleversements ont commencé. La mère de l'héroïne de l'histoire s'est volontairement donné la mort. Elle n'a pas supporté la pression de la société qui l'accusait d'avoir élevé un monstre. À ce moment-là, elle luttait depuis de longues années contre des dépendances et des problèmes de nature psychologique. Les proches pensaient que la femme n'avait simplement pas réussi à les surmonter. Elle n'a pas laissé de note de suicide. Par conséquent, on ne sait pas avec certitude quelle contribution à cette décision a été apportée par sa fille criminelle. Beaucoup pensaient que c'était précisément la pression de la société à cause de Miranda qui avait été la goutte d'eau. Cette même année, la criminelle, étant en détention, a demandé le divorce avec Elite. La jeune fille continuait d'affirmer qu'elle était une victime. Depuis sa naissance, Miranda était entourée de manipulateurs, de menteurs, de violeurs et de criminels. Selon les récits d'un membre du gang dont elle faisait partie, un jour la jeune fille a raconté comment on l'avait attachée à un lit et fait avorter à la maison. Cela s'est produit quand elle a annoncé à sa mère qu'elle était enceinte et ne savait pas de qui. Son petit ami Forrest l'aurait forcée à se prostituer dès l'âge de 12 ans. Mais il est difficile de dire ce qui était vrai dans tout cela. Bien que plusieurs troubles s'aient été diagnostiqués à l'hôpital, on ne sait pas avec certitude si elle a jamais pris des médicaments pour le trouble du déficit de l'attention, la schizophrénie ou le trouble bipolaire, dont les médecins ont eu des soupçons à différentes périodes d'examen de la jeune fille. Sentant l'attention et l'intérêt du public, la menteuse pathologique continuait de raconter un mensonge après l'autre. Maintenant, elle s'est souvenue du nom du père biologique d'Aria, qui selon ses dires avait été tué lors d'un autre rituel. Ensuite, elle a commencé à raconter qu'elle était venue volontairement à la police car elle voulait être arrêtée pour enfin arrêter de tuer. Selon une autre version, elle est venue au poste pour qu'on lui enlève sa fille, et ainsi l'enfant a été sauvé de l'existence marginale qu'elle menait avec son mari. Les criminels ont été reconnus coupables, cependant au stade de la détermination de la peine, des difficultés sont apparues en raison du jeune âge des agresseurs. Le parquet a lutté en vain pour la peine de mort, mais sans succès. Les organisations militant pour l'abolition de la peine capitale y ont grandement contribué. Finalement, en septembre 2014, ils ont été condamnés à la prison à perpétuité. Aria a été placée sous la tutelle des services sociaux. Compte tenu du scandale retentissant dans lequel figurait son nom, on a changé le nom de famille de la fillette et on l'a confié à une famille d'accueil. Le meurtre a surtout choqué l'épouse de Troy LaFerrara, qui n'avait aucune idée qu'il menait une double vie, mais elle a été encore plus frappée par le dénouement tragique. Merci à tous pour le visionnage, c'est très intéressant d'entendre votre opinion dans les commentaires. Je suis sûr que nous aurons de quoi discuter. Comme toujours, on se verra dans les prochaines vidéos.